Les petits aménagements techniques, vous dire que ce groupe Tourangalais, en français les aventuriers, vous a accompagné avec un morceau qui s'appelle Awa Dabolé, que l'on traduit en français par voilà, ça commence. Voilà. Vous aurez vous aussi, pour ceux qui le souhaitent, même si vous ne le souhaitez pas, l'occasion de chanter à la fin de cette cérémonie un autre rituel important. Et puis, bien entendu, nous sommes maintenant officiellement dans la première partie de cette cérémonie de remise des insignes de Dr honoris causa. 4 aventuriers sont ainsi mis à l'honneur et seront faits d'ici quelques minutes. Dr honoris causa. J'invite Monique Capron, Christian de Beust, Yann Vanim et Agnès Van Zanten à nous rejoindre sur scène. J'invite à présent le recteur de l'ULB, Yves Angler, à prendre la parole. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est au fait au même, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. Henri Poincaré, 1909. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers membres de la communauté universitaire, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je voudrais accueillir d'abord très chaleureusement les 8 magnifiques personnalités que nous allons honorer au cours de la cérémonie d'aujourd'hui, et plus particulièrement les 4 docteurs honoris causa proposés par les facultés
Christian Debeus pour la faculté de droit et criminologie, Yann Van Impe pour la faculté polytechnique et la faculté des sciences de concert, Monique Capron pour le pôle santé, en lien avec l'hôpital Erasme, dont on célèbre cette année le 40e anniversaire, et Agnès Van Zanden pour les sciences psychologiques et les sciences de l'éducation. Ils vont vous être présentés dans un instant par les autorités facultaires qui les ont choisis. L'article 1er des statuts de notre université proclame que son enseignement a pour principe le libre examen. Celui-là postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. Le libre examen, qui est la base de la méthode scientifique, est aussi un principe auquel on souscrit par engagement. Le libre exaministe s'engage à mettre ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il tient pour vrai. Sa vérité, il a le courage de la dire et de la défendre. Le rejet de l'argument d'autorité se retrouve donc dans les fondements les plus essentiels de cette maison. C'est la base de l'enseignement de nos étudiants. Ceux-ci regardent aujourd'hui les autorités de l'université afin de voir si nos actes seront en accord avec nos principes et comment elles se comporteront face aux critiques et aux pressions dont elles font l'objet pour avoir désigné parmi les DHC de ce jour Ken Loach. Je ne reviendrai pas sur les accusations d'antisémitisme et de négationnisme elles-mêmes, sinon pour réaffirmer que c'est justement parce que nous avons considéré qu'elles étaient injustifiées, après une analyse effectuée par nos professeurs, après avoir reçu et écouté attentivement les organisations qui nous ont interpellés, et après avoir rediscuté les faits à la lumière de leur point de vue, que la mise à l'honneur de M. Loach a été reconfirmée par nos plus hautes instances. L'ULB est entraînée aujourd'hui dans une polémique malheureuse. Elle réaffirme qu'elle honore aujourd'hui 8 personnalités magnifiques, chacune pour leur qualité propre, en sachant que ce sont des personnalités fortes. Que 7 d'entre elles sur 8 fassent l'unanimité est déjà un tour de force pour une université qui cultive la contestation comme la nôtre. Mais l'université doit rester droite, rigoureuse, résister aux pressions pour ne pas nous soumettre à un consensus mou et une autocensure qui menacerait non seulement le débat public, mais le débat démocratique lui-même. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas aujourd'hui certains regrets et une tristesse. Issu d'une famille d'enfants cachés à l'histoire très similaire à celle de Jacques Brocchi, je suis bien placé pour savoir les séquelles indélébiles que les ignominies de la barbarie nazie ont laissées derrière elles chez les survivants et combien pour certains, signataires ou non, la polémique actuelle peut paraître offensante. J'en suis profondément désolé et je leur présente les excuses de l'université et les miennes propres d'avoir réveillé ces douleurs dans leur chair. Beaucoup de membres de notre communauté universitaire sont issus de la communauté juive, qui a toujours été et est toujours une composante pleine et entière de notre université. Elle nous a donné de magnifiques personnalités. Elle a toujours participé au rayonnement de cette université. 2 de ses prix Nobel, pour ce qui concerne la science, Ilya Prigogine et François Englert, et Chaim Perelman pour ce qui concerne la défense des valeurs, sont issus de cette communauté pour ne prendre que ces exemples-là. Le détournement du DHC de Ken Loach, qui était centré sur sa personnalité telle qu'elle transparaît de son œuvre cinématographique vers une thématique clivante, a entraîné des fractures entre nous qui vont à l'encontre de la philosophie et de l'objectif poursuivi par l'université. Même si ce sont d'autres qui nous ont tirés à notre corps défendant sur ce terrain, c'est l'université qui devra demain panser ses plaies. Voilà pour la tristesse.
Je dirais simplement aujourd'hui que le projet de notre alma mater reste et restera celle d'une maison commune, accueillante pour les enfants de la communauté juive, mais aussi pour les enfants de toutes les autres composantes de notre société, en étant attentif à la sécurité et au respect de chacun, qu'il soit homme ou femme, juif, musulman ou catholique, croyant ou athée, blanc ou noir, homo ou hétéro, belge ou chinois, résident ou immigré. Notre objectif est de contribuer à rassembler et à vivre ensemble, dans le débat sans doute, mais dans le respect certainement, car l'ULB a été et reste une terre d'accueil des diversités que nous fêtons en cette année 2018. Plus de 30% de nos étudiants et membres du personnel viennent de l'étranger, faisant de nous une véritable université internationale et une vraie tour de Babel. Premier cercle étudiant homosexuel, première femme diplômée, une première femme rectrice, mesure cascade qui veille à rétablir l'égalité homme-femme dans la carrière scientifique et académique, politique d'accueil des transgenres, mesures pour les étudiants à besoins spécifiques, handicap, sport, entrepreneurs, artistes. Voilà autant d'exemples d'actions menées pour veiller à préserver et enrichir notre diversité. C'est notre volonté, mais notre volonté est aussi de mettre en lumière tous les combats encore nécessaires aujourd'hui pour permettre à cette diversité de s'enrichir les unes des autres. L'ULB a toujours été, est et restera un acteur des luttes contre le rejet de l'autre, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la culture du viol, l'exclusion socio-économique, le rejet des migrants. Des luttes qui aujourd'hui sont malheureusement d'une actualité brûlante. Les docteurs honoris causa d'aujourd'hui sont les reflets de ces luttes et de la reconnaissance des diversités. L'université entend rester fidèle à ses valeurs et continuera à contribuer à œuvrer à leur défense. Je vous souhaite une belle séance et je remercie les 4 docteurs honoris causa des facultés de m'avoir laissé le temps de remettre les choses dans l'ordre. Je vous remercie. J'appelle à présent le coordinateur académique du pôle santé, Alain Carpentier. Sous vos applaudissements. Voilà, là on va faire comme à la maison, presque un petit entretien sur les raisons qui ont amené au choix de Carpentier. Je me dis que Capron, pardon. Pourquoi je fais un lien? Excusez-moi. Alain, Monique Capron, des travaux très importants, très connus dans le domaine de la médecine, prévenir, traiter, mais encore, qu'est-ce qui fait l'originalité de ces travaux? Les travaux de Monique Capron sont bien sûr remarquables pour diverses et multiples raisons. Un peu plus haut le micro, voilà, pour diverses et multiples raisons. Et donc ici, je voudrais vous exposer rapidement ces diverses raisons. Tout d'abord, pour leur implémentation dans l'aspect, je dirais, infectieux et parasitaire, et plus spécifiquement la deuxième plus grande fléau parasitaire qui est la bilharziose. Et puis ces travaux ont mené quelque part à la mise à jour de certaines cellules en rapport avec les développements qui sont les ésophiles. Et toutes ces découvertes sur les ésophiles ont permis au professeur Capron de développer un domaine de recherche dans le cadre de l'université
dermatologie et plus spécifiquement des maladies inflammatoires, chroniques intestinales ou encore des affections dermatologiques. Et ici, plus récemment, ces travaux ont également permis, de découvrir une protéine spécifique dont son développement est en train de mettre à jour un pré-vaccin ou un candidat vaccin qui est actuellement au niveau 3 de son développement clinique. Et pour toutes ces raisons, des travaux du professeur Capron sont de notoriété internationale, bien sûr incontestée et incontestable. Peut-être aussi nous dire pourquoi le pôle académique porte son choix sur un cas. Bien sûr, tout d'abord pour la qualité de ces travaux qui sont remarquables, mais aussi pour l'originalité de ceux-ci, et surtout aussi pour, cet aspect où la priorité a toujours été l'amélioration de la santé pour elle. L'amélioration de la santé a toujours été au cœur de ses préoccupations, et bien sûr l'amélioration de la santé est au cœur des préoccupations et le ciment, du pôle santé, en étroite collaboration avec l'hôpital Erasme. Merci beaucoup pour ces quelques mots, excusez-moi encore pour cette parenté imaginée, et en tout cas, je vous invite à présent, si vous voulez bien, à remettre les insignes de Dr Honoris Causa à Monique Capron. Le cérémoniel sera à peu près toujours le même pendant les différents tableaux qui vont se succéder. Alors, Alain, nous allons faire un petit pas de côté. Nous allons d'abord appeler Guylaine Viré, qui dans un instant fera la lecture à Madame Capron, les autorités de l'université que j'invite à se lever. Et Madame Capron, si vous le voulez bien, je vous invite, si vous voulez bien, voilà, Guylaine Viré va faire à présent une lecture d'extrait du diplôme en latin. Universitas libera excellensis, ut illa mulier, eruditissima ac insignissima, iam summis honoribus praemiisque merito donata, hoc tributum quoque scientia gratia, et amicitia causa accipiat, quae quibus modis cellulae humanae, morbo parasitario oppugnata, obsisteret, actissime inquisivit, quibus indagationibus nova remedia adiberi possint, ad medentum eis, qui morbis chronicis, ad intestina pertinentibus labora, quae immunologiam et parasitologiam tantum provexit, ut famam praeclaram tutu in orfedera civicum paraverit, et inter pares summa ac perspicua novatus videatum, quae cum valetudinario academico nostro, nomine Erasmi vocato, saepius diligentissima socia fuit, Monicam Capron, excellentissimam indagatricem, alte dividenti voluntate pulsa, cui novas curanti rationes inuinire, cordi semper fuerit, quae generi humanum utilitati maximae esse possunt. Doctorem honoris causa, omnium facultatum ad scientias sanitarias pertinentium creandam ac proclamandam censuit.
Voilà. Alors peut-être pour le sous-titrage, le recteur vient de remettre l'équitoge, le prorecteur, la médaille et le président du conseil d'administration, le diplôme en latin lu par Pierre Viret. J'appelle à présent le doyen de la faculté de droit et de criminologie, Patrick Goffaux. Patrick Goffaux, vous êtes le doyen de la faculté de droit et de criminologie. Vous avez fait le choix de distinguer aujourd'hui Christian de Beust, qui a marqué le domaine de la criminologie. En quoi la diversité traverse-t-elle l'œuvre de ce grand érudit? La diversité, eh bien, la diversité dans l'œuvre de M. de Beust, on la voit au moins à 3 égards dans son œuvre et dans sa personnalité. M. de Beust, tout d'abord, a une triple formation. Il est juriste, il est criminologue et il est également psychologue. C'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue de la diversité, c'est bien entendu toute son œuvre. Toute son œuvre dans laquelle il a mobilisé les concepts, les notions, les savoir-faire issus de cette triple formation. Et il ne s'en est pas tenu là, puisque récemment encore, il publiait un ouvrage consacré à la criminologie clinique, intitulé « Un passage par Wittgenstein ». Il en appelait là à la philosophie. Et enfin, le troisième point de vue, la diversité se marque aussi, et c'est sans doute l'aspect le plus marquant dans l'œuvre de Monsieur de Beust, c'est la volonté d'écouter la diversité des points de vue. La diversité des points de vue, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un point de vue qui s'impose par sa force à tous les autres, sans qu'on entende les autres points de vue. Et il a été tout spécialement attentif à écouter la voix de ceux qui, par leur propre comportement, se sont mis en dehors, normalement en dehors du débat, en dehors de la société, à savoir les délinquants. Voilà les 3 points de vue qui ont retenu notre attention lorsqu'il nous a été demandé de proposer, de suggérer un nom à l'université qui illustrait ce thème de la diversité. La diversité dans son œuvre, comment est-ce que vous qualifiez cette œuvre? Cette œuvre, c'est aussi une œuvre, quand on parle de diversité, c'est aussi une œuvre de dialogue. Monsieur de Beust est un homme de dialogue. Il a fait dialoguer les différentes disciplines qu'il maîtrise, non pas dans une simple juxtaposition de disciplines, mais dans un véritable dialogue entre les disciplines, dans une véritable approche interdisciplinaire dans tous les sens de ce concept. C'est un passe-muraille. Et le titre de son dernier ouvrage, Passage par Wittgenstein, le montre bien. Et c'est aussi un homme de dialogue, en ce sens où je viens de vous le dire, il a prêté l'oreille à toutes les diversités et aussi à la voix de ceux qui se sont pourtant exclus par leur propre acte de la société, d'une partie de la société, de la normalité, les délinquants. Voilà, diversité et dialogue. Merci Patrick Goffaux. Nous allons à présent honorer Christian de Beust en lui remettant les insignes de docteur honoris causa. Je vais à nouveau appeler Guylaine Viret pour la lecture du texte latin, du diplôme en latin, et bien entendu appeler les membres du conseil d'administration, le président du conseil d'administration, ainsi que le recteur, le prorecteur, et je vais vous accompagner jusqu'à cet endroit pour pouvoir entendre la lecture de Guylaine Viret en latin.
Universitas Libera Bruxellensis, quatre verentiam quam maximam, praestanda messe duxerit, illi conquivi nostro, viro eruditissimo ac peritissimo, qui plures campos scientificos, alis ab adio distantes, tam acriter collegit, et tam conspicue inter se intermiscuit, ut criminologicae artis, et principia et rationes maxime provexerit. Qui libros maximi ponderis edit, quibus magna cum humanitate et temperantia ostenderit, quantuli qui eraverint ac ceteris hominibus differant. Christianum de Beuys, eminentem professorem emeritum apud Universitatem Catholicam Lowaniensem in urbe Lowania Nova Citam, qui studiosissimum condigionis humanae et benignissimum in hominum errores semper se praebuerit. Doctorem honoris causa, facultatis iuris ac criminologicae scientiae, creandum ac proclamandum censuit. J'appelle à présent le président de l'école interfacultaire de bio-ingénieur, Dimitri Gilis. Dimitri Gilis, la brillante carrière de Jan van Impe est jalonnée de productions scientifiques clés, mais il est aussi fondateur, entre autres, en 1993, du groupe Biotech, dont vous aurez certainement l'occasion de nous parler. Quelles sont les raisons qui ont amené l'école de bio-ingénieurs à lui rendre hommage aujourd'hui? Eh bien, les raisons qui nous ont amenés à rendre cet hommage sont d'une part la diversité et d'autre part l'excellence scientifique de la recherche développée par Jan van Impe. Les modèles qu'il a développés, les modèles théoriques qu'il a développés sont mondialement reconnus et trouvent des applications dans des domaines relativement variés, que ce soit le contrôle des procédés biologiques et chimiques, ou encore le traitement des déchets et des eaux usées, ou encore en microbiologie prédictive, par exemple. Alors ces recherches ont de toute évidence un ancrage sociétal important. Oui, effectivement. Donc la bio-ingénierie est une science qui est intrinsèquement connectée à des problèmes de tous les jours. Il faut parler des modèles théoriques qu'il a développés, par exemple, en microbiologie prédictive avec toute son équipe. Mais ces modèles sont d'application directe et sont extrêmement importants dans le domaine de la santé publique, puisqu'ils permettent de prédire l'évolution d'une population de contaminants dans les aliments. Et outre cela, Jan van Impe est également extrêmement impliqué dans tout ce qui est coopération au développement. Alors un mot peut-être sur le thème de la diversité dans les travaux et dans le travail de Jan van Impe. C'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai essentiellement parlé de son brillant parcours scientifique, mais il faut savoir que Jan van Impe est également caractérisé par une fibre artistique assez développée, puisqu'il est également un brillant organiste qui a organisé, qui a participé
pour organiser un nombre conséquent de concerts, que ce soit ici en Belgique, en France, mais également aux Pays-Bas. Et donc, la personnalité de Jan van Impe est aussi bien impliquée dans les sciences que dans les arts. Et c'est finalement cet ensemble qui nous a conduit à rendre l'hommage aujourd'hui à Jan van Impe. Merci beaucoup. Dans un instant, les insignes après le texte en latin. Universitas libera Bruxellensis, ut laude maxima, quae nobis tribui possit, ille concivis noster affiliatum. Vir praestantissimus, maximeque conspicubus, qui, condita indagandit officina, ubi constituerentur specimina mathematica, atque subsidia inspidiendis, speculandis, probandisque rationibus biologicis et chimicis accommodata, instrumenta probatissima, ingeniosissime invenit, quibus homines ne alimenta infecta, pestilentia fiant cavere possit. Quade causa, tam benemeritus est, ut aetatis nostrae, investigatores, prope unus ex excellentissimis eminere videatum, et plurimis pretis merito praeditus sit. Johannem van Impe, egregium professorem apud catholicam universitatem Lowaniensem siglis KUL vocata, quibus veritis scientificis praestantissime ostentis excellens et laureatus artifex musicalis artis constanter sit. Doctorem honoris causa Scholae Polytechnicae Bruxellensis et Scholae Interfacultariae Bioingeniariorum creandum ac proclamandum censuit. J'appelle à présent le doyen de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation, Arnaud Destremec. Arnaud Destremec, vous avez choisi de remettre les insignes de docteur honoris causa à Agnès Van Zanten, une figure majeure de la sociologie de l'éducation. Pourriez-vous nous dire en quoi les travaux relatifs à la déconstruction des inégalités scolaires sont originaux? Alors, effectivement, je m'exprime sur votre compte pour le rapprocher. Agnès Van Zanten a énormément travaillé sur la question du développement en fait, des inégalités scolaires. Elle a énormément travaillé sur la question du développement des inégalités scolaires. Et sa grande originalité consiste à prendre en compte à la fois, je dirais, des facteurs contextuels, des facteurs sociologiques
et des facteurs, disons, de plus bas niveau qui sont liés par exemple à l'institution scolaire, mais aussi aux dispositifs au sein desquels les acteurs de l'éducation agissent, comme par exemple évidemment les enseignants, mais aussi les parents, les directeurs d'établissement et les responsables, les responsables politiques locaux, je dirais. Et donc, elle montre que les inégalités scolaires se développent via l'interaction entre ces facteurs, disons, macro-sociologiques et ces facteurs plus contingents. C'est un aspect important de son travail. Un deuxième que je voudrais évoquer, c'est que Agnès Van Zanten montre comment les dispositifs, disons, légaux, les décisions prises au niveau politique sont susceptibles d'être, comment dirais-je, contournées, infléchies par ces acteurs de terrain, comme c'est par exemple le cas des dispositifs pris pour réguler la concurrence qu'on peut observer dans ce qu'on peut appeler le marché scolaire. Et enfin, c'est très intéressant, les travaux qu'elle mène aussi sur la question qui porte sur la manière dont ce qu'on peut appeler la classe dirigeante se comporte de telle sorte à maintenir une forme de monopole au niveau des sphères de décision de la société, et y compris au niveau du monde familial, de l'environnement familial, où certains types de comportements visent le développement de l'excellence scolaire. Merci beaucoup. Nous allons à présent procéder à la remise des insignes de Dr honoris causa à Madame Agnès Van Zanten, que j'invite à nous rejoindre. Les autorités vous remettront les insignes après la lecture de Guylaine Viré. Universitas libera Bruxellensis, ut summus tribuatur honors, quia alma matre nostra possit, illi summae mulieri franco-gallicae, peritissimae, acutissimae que, et humanissimae, quae omnibus socialium scientiarum provinciis usa, qualis condicio discentium sit, creberrime per contata, pertinacissime inquirendo, quibus de causis tanta discrimina interdiscentes, origine sociali impares nascerentur, et quibus modis imagines mentibus hominum conceptae reficerentur, tantum incrementum institutionis sociologicae doctrinae attulit, ut famam praeclaram extra fines franco-gallicos sibi conciliaverit, per multisque liquis docta, toto orbe terrarum, et investiganti moderationis socia, et docendi munere praeditasit. Agneten Van Zanten, excellentissimam moderatricem investigationum, apud institutum patrium, scientificis investigationibus proveendis, siglis CNRS appellatum. Doctore honoris causa, facultatis scientiarum psychologicarum et pedagogicarum, creandam ac proclamandam census.
volonté que vous avez eue de mettre au centre de cette cérémonie la diversité. Ce concept, ces valeurs, est clairement au cœur de la charte institutionnelle de l'Université libre de Bruxelles. On dirait aujourd'hui, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, son ADN. Je pense aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan de ses publics et de son corps enseignant. Sur le plan scientifique, parce que c'est une université qui a voulu d'emblée être garante de la pluralité scientifique avec une diversité des disciplines, avec aujourd'hui un projet qui se situe au croisement de très nombreux programmes d'enseignement et de recherche, et qui est aussi ouverte à beaucoup de collaborations interinstitutionnelles, et puis aujourd'hui, pour beaucoup, bien sûr, internationales. C'est aussi, bien sûr, une université qui est ouverte sur la société, avec, dès le départ, une université qui était ouverte aux hommes comme aux femmes, et puis une université qui a accueilli les différentes fractions de la société, et une société, bien sûr, qui est de plus en plus multiculturelle et qui est de plus en plus ouverte du point de vue de ses frontières. J'y tiens beaucoup. Je pense que l'université ne doit pas être seulement un lieu de formation, elle ne doit pas seulement être un reflet de la société, elle doit avoir un modèle, un projet pour la société. Elle doit expérimenter, elle doit faire des choix parfois qui peuvent être contestés, comme ça peut être un tout petit peu le cas aujourd'hui, mais c'est son rôle dans la société. Alors, au nom des 3 collègues universitaires et de moi-même que vous avez choisi cette année d'honorer, je dois pouvoir affirmer, même si je ne connais pas, malheureusement pas de très près ces collègues, que nous sommes tous très attachés d'abord à cette idée de la science qui est une science de la diversité, de la nature et des hommes, et que l'intérêt que nous prenons à faire de la recherche est dans cet émerveillement constant de la diversité des objets, des hommes, des actions. Et je pense aussi que nous sommes attachés tous à cette pluralité disciplinaire, à la pluralité des approches et des méthodes, et aussi très attachés, de façon différente selon nos domaines d'expertise, à que nos recherches soient toujours au service de la société, pas seulement au service des dirigeants, mais au service de l'ensemble de la société, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie technique, de la santé, de la justice ou de l'éducation. Je voudrais néanmoins finir cette petite présentation en indiquant une petite mise en garde autour de la notion de diversité. D'abord sur le plan scientifique, je suis très attachée, comme je disais, à la diversité disciplinaire. Je crois que nous sommes tous en tant que chercheurs. Je suis parfois un tout petit peu sceptique face aux appels tellement forts qui nous sont faits en termes d'être pluridisciplinaires. Je crois que la pluridisciplinarité est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très difficile, qui ne peut venir peut-être qu'à la fin d'une carrière, comme nous avons maîtrisé beaucoup de choses, et que nous ne devons pas non plus, tous les chercheurs, nous démultiplier dans toutes sortes d'objets de recherche. Il y a des gens qui ont fait une œuvre magnifique sur un tout petit objet tout au long de leur vie. Donc, juste dire que la diversité, c'est très bien, mais parfois, on peut très bien être dans quelque chose qui est dans l'unicité et dans la centration sur une seule dimension. Et puis la notion de diversité sur le plan social, je pense qu'elle est importante et nous permet d'être respectueux de la pluralité de nos sociétés, des groupes qui la composent, et même de la pluralité de chaque individu, qui ne peut pas être réduit à une seule facette de sa personne. Je crains cependant, je l'entends beaucoup dans les recherches que je mène actuellement, que la diversité parfois ne devienne un mot écran pour cacher les inégalités, les discriminations. Qu'elle ne devienne pas aussi une façon de simplement exceller la diversité de quelques-uns au détriment d'une grande masse qui ne peut pas faire état de cette diversité tant valorisée. Donc, diversité, oui, mais en tenant compte de toutes ces différentes dimensions que je crois, que je parle là, je plaide pour ma chapelle, que nous, sociologues, nous sommes bien placés pour décrypter. Merci.
cette cérémonie avec la remise des récits de Dr honoris causa, de l'université. J'appelle Sigrid Hirsch. Ahmed Insel. J'invite à présent le recteur Yvon Ambler pour son deuxième discours. Rassurez-vous, il sera plus simple. L'année des diversités, thématique de cette année académique 2018-2019, met en valeur le monde d'aujourd'hui, multiple, multicolore, et valorise les multiples dimensions qui font que chacun de nous est à la fois unique, mais aussi une personnalité aux relations plurielles. La diversité renvoie à la diversité des profils individuels qu'on y trouve en termes d'origine géographique, de catégories socio-professionnelles, de culture, de religion, de coutumes, d'âge, de sexe, de niveau d'études, d'orientation sexuelle, d'apparence physique, d'histoire personnelle, etc. Elle englobe la diversité linguistique, une diversité très importante à Bruxelles, dont la défense est mise en avant comme moyen de lutter contre le processus d'uniformisation culturelle. En Europe, le terme diversité est aussi utilisé pour valoriser des personnes issues d'une immigration autre qu'européenne, ou plus généralement des minorités ethniques parfois appelées dans la sociologie des minorités visibles. La diversité est mise en avant comme moyen de lutte contre les discriminations, notamment en termes d'emploi, et on vient de l'évoquer. Chacun de nos docteurs honoris causa institutionnels illustre parfaitement une ou plusieurs facettes de la diversité et porte en outre la force de conviction qui nous renvoie vers une qualité humaine que nous souhaitons par-dessus tout transmettre à nos étudiants et disséminer dans la société qui nous accueille et qui nous héberge, l'engagement citoyen. L'ULB, qui a tout au long de son histoire valorisé et pratiqué l'engagement, est heureux de mettre en valeur 4 personnalités fortes de cette cérémonie qui portent chacun une histoire, un accomplissement, une conviction et une force hors du commun. Ils représentent à la fois l'engagement et la diversité, ne se satisfont pas du consensus mou et peuvent créer le débat et la controverse, tous dans un périmètre légitime. Vous allez les découvrir l'un après l'autre, présentés par leurs parrains. Mais je voudrais très brièvement essayer de mettre en avant avec vous ce qui les lie à l'année des diversités et ce qui les lie à notre maison. Ziggy Hirsch, éducateur, formateur et thérapeute, spécialiste de la résilience
et rescapé d'un camp de concentration, a de très longue date travaillé avec les professeurs et le personnel de notre université. Bien des enfants rescapés et orphelins qui ont été accueillis dans les structures qu'il a mises en place après la guerre ont été ensuite formés à l'ULB. Il nous renvoie à l'attitude de l'ULB sous le nazisme. Seule université à avoir spontanément fermé ses portes pour ne pas collaborer avec l'occupant, ou à l'action du groupe G, riche de ses partisans membres ou issus de l'ULB. En 2012, un séminaire centré sur la résilience organisé à l'ULB a permis de réunir autour de lui de multiples compétences et synthétiser une vie de travail thérapeutique systémique exceptionnelle. On peut dire que Ziggy Hirsch est un homme de lien et du lien à l'ULB. Ahmet İnsel, économiste, politologue et journaliste turc, professeur émérite à l'université de Galatasaray, nous permet de faire le lien avec le travail intensif de l'université sur la situation politique turque et nos efforts pour apporter soutien et réconfort à nos collègues victimes d'interdictions professionnelles ou de poursuites de nature politique, grâce entre autres à notre système de bourse pour les chercheurs en danger. Son combat courageux pour la reconnaissance du génocide arménien renvoie chacun de nous au travail de mémoire. Ken Loach, cinéaste anglais dont l'œuvre militante relative aux conflits sociaux, à la lutte pour le droit des travailleurs ou des immigrés clandestins, met en avant la problématique très actuelle de l'exclusion sociale et de l'immigration qui mobilise aujourd'hui un grand nombre d'acteurs de l'ULB, que ce soit des membres du personnel ou des étudiants. Notre action pour faciliter l'accès aux études supérieures des étudiants réfugiés, souvent confrontés à de multiples obstacles pratiques, nous a permis d'être reconnus par les organisations étudiantes qui identifient les universités dites hospitalières. Le phénomène de la plateforme citoyenne pour les réfugiés et l'hébergement citoyen de ceux-ci nous met un magnifique baume au cœur dans un monde où les nuages noirs semblent obscurcir de plus en plus le ciel de notre petite planète, y compris ici en Europe. Christiane Taubira, enfin, dont les combats en faveur des diversités menés tout au long de sa carrière politique et en tant que garde des Sceaux de la République française, nous renvoie à de multiples actions de l'ULB dans les domaines de la lutte contre les discriminations, la reconnaissance des droits et du respect pour les personnes LGBT, mais aussi à la question de l'esclavage et la douloureuse question de la colonisation. Elle se reconnaîtra dans un grand nombre d'actions de notre université. Mais sans plus attendre, je vous propose de passer à leur reconnaissance. Ziggy Hirsch, c'est une figure majeure de la thérapie familiale européenne qui l'a influencé par son travail de formation. Son génie thérapeutique vient d'une expérience dramatique qu'il a vécue, à savoir la déportation dans les camps de concentration nazis, qui lui a appris des règles de survie et de compréhension immédiate d'un contexte. La troisième chose, c'est un enseignant hors du commun qui dispense son savoir de manière tout à fait atypique, un peu à la manière de Socrate par l'art de la maïeutique. Dans le cadre de l'année des diversités, je pense qu'on ne pouvait pas faire un meilleur choix que Ziggy Hirsch, qui en est une illustration par l'aspect protéiforme de sa pensée, qui est toujours en changement, toujours en mutation, toujours en remise en question, avec un refus acharné de se soumettre à tout dogme, à toute pensée préétablie ou à toute théorie, aussi bien fondée soit-elle, elle sera remise en question par la pensée de Hirsch. Si je devais définir Ziggy Hirsch en 3 mots, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord la créativité. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est un profond sens de l'humanisme. Et le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humour qui ponctue tout son travail.
Avenensis, ut mirationis et gratiae tributum reddatur justum, illi viro, non solum sapientissimo et peritissimo, sed etiam eximia fortitudine, ac animi magnitudine, qui totis viribus contentit, ut et experientia sua, et doctrina benignitatis plena, et cogitationibus acerrimis, plurimos qui familiae curandae artis sededunt, tota in Europa institueret, peculiariter in valetudinariis Bruxellensibus, Sancti Petri et Georgii Bruckmann nominibus vocatis, qui acutissimo ingenio praevitus, de humana condicione in melius mutanda fitus, et facetiis omnibus temporibus usus, tam feliciter, psychiatricam artem ac psychoterapiam commutaverit, ut inter pares spectatissimus ac probatissimus emicuerit. Dominum seigi Hirsch, qui adolescens in captivitatem redactus, incredibili vi indolis suae, atrocem conditionem superaverit, quem ipsum sua vita egregium exemplum, ut verbis psychologicorum utar resilientiae fuisse constet, et ubique, qualescumque resxin, animi virtutes semper observa visse, quibus alma mater nostra gloriaris solet. Doctorem honoris causa, totius universitatis, creandum ac proclamandum censuit. Le parcours d'Ahmet İnsel est un parcours magnifique. C'est un économiste qui a soutenu sa thèse à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et qui a mené une carrière, une double carrière à l'université francophone de Galatasaray à Istanbul et à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a écrit sur de nombreuses questions économiques, mais a aussi élargi ses recherches à des questions de sciences politiques et de sociologie, faisant le pont en permanence entre les différents domaines. Parallèlement, il est extrêmement actif dans la société civile turque et à cet égard, il est une des personnes clés de la façon dont la société turque a pu être ouverte à des questions qui avaient pu rester tabous pendant de nombreuses décennies. Parmi ces questions-là, il faut notamment mentionner la question du génocide des Arméniens, puisque Ahmet İnsel est un des 4 intellectuels qui a initié une pétition du pardon aux Arméniens. La figure d'Ahmet İnsel me semble s'imposer dans le cadre de cette année des diversités.
c'est au sens où il est une des figures majeures de la résistance laïque en Turquie actuellement. Mais c'est une résistance laïque dont il faut bien reconnaître qu'elle se définit par une laïcité à la fois ouverte à la diversité des communautés et fondamentalement critique, c'est-à-dire qu'elle induit de revisiter la totalité de l'histoire moderne turque en montrant combien la vieille Turquie précisément laïque, a pu reposer à la fois sur un déni au niveau historique, c'est-à-dire le déni du génocide des Arméniens, mais aussi sur un caractère absolument monolithique sur le plan communautaire, c'est-à-dire combien la Turquie laïque a pu être négatrice de la diversité. Alors, la laïcité telle qu'elle est défendue désormais par Ahmet İncel me semble être précisément cette laïcité ouverte à la diversité des communautés au sein de la Turquie contemporaine. Si je devais décrire Ahmet İncel en 2 mots, je dirais le mot courage, cesaret en turc avec la phrase korku bulaşıcıdır, cesaret de bulaşıcıdır, qui veut dire la peur est contagieuse, mais le courage l'est encore plus. L'autre mot serait le mot de passeur, car Ahmet İncel, avec cette double culture franco-turque, avec cette volonté de dialoguer en permanence, avec cette volonté d'ouvrir au rapprochement turco-arménien, au rapprochement turco-européen, et cette volonté de briser des tabous et de transmettre, est une figure de grand passeur. 2 mots qui me paraissent définir exemplairement Ahmet İncel serait résistance et rigueur scientifique, mais dans la mesure où ces 2 mots se combinent parfaitement. C'est-à-dire que ce qui me semble définir la personnalité d'Ahmet İncel, c'est le fait que la résistance politique, dont il est le symbole certainement, ne cède en rien à la rigueur scientifique, et que c'est au contraire toujours l'extrême lucidité, l'objectivité, la recherche des cohérences longues dont il témoigne dans sa recherche scientifique, qui sont elles-mêmes le vecteur de sa puissance politique. Bruxellensis, ut laus quam maxima tribuatur, illi praestantissimo et fortissimo viro, in Turcarum natione nato, eidemque, carissimo amico universitati nostrae, ubi saepius perspicuas lectiones abuit, qui summa orbe, ac nonunquam magno sui periculo, ut animi conscientia et dicendi libertas, omnibus contiguibus suis restitueretur, diligentissime uraunt, qui libertatis, justitiae, ac pacis, tam studiosissimum se praebuerit, ut peditione scripta, qua agnoverit Armeniacam internegionem, scelus inhumanum genus fuisse, Turcas et Armenios, ut alii cum aliis colloquerentur adduxit. Dominum Ahmet İncel, actuosissimum et impigerrimum quivem in patria sua, popularis rei publicae gubernandae rationis amore pulsum, ubique et constanter acerrimum vindicem iurum hominis, atque liberae cogitationis, quae alma mater nostra tanti facere solet, doctorem honoris causa, totius universitatis creandum ac proclamandum censuit.
Ken Loach est un réalisateur anglais qui est principalement connu pour sa filmographie, d'abord à la BBC, pour laquelle il a travaillé, et puis son émancipation par le cinéma, et surtout l'idée qu'il produit et il réalise un cinéma extrêmement engagé et militant. C'est cette marque de l'engagement politique, social, humain, qui va le mieux caractériser Ken Loach. Remettre le titre de docteur honoris causa à Ken Loach dans l'année des diversités, c'est, je pense, pour justement appuyer cette idée de mettre en scène, mais aussi de donner la parole et de donner un corps à cette classe ouvrière à laquelle il appartient et qu'il met en scène dans ses films. Donc tant évidemment des personnages masculins que des personnages féminins très très forts qui sont proposés dans ces films, et de véritablement montrer, je dirais, au travers de cette diversité-là, mais aussi d'autres diversités qu'il met en scène, donc les rapports avec d'autres pays qu'il montre dans ses films, par exemple la lutte civile en Espagne, mais aussi le Nicaragua ou d'autres pays, de montrer à quel point, je dirais, la lutte est encore et toujours aujourd'hui extrêmement importante. Si je devais décrire Ken Loach en 3 mots, ce serait cinéma, son moyen d'expression le plus explicite, ce serait rouge pour ses convictions politiques, et ce serait citoyen, à l'image de son dernier personnage, Daniel Blake, qui veut que l'on reconnaisse ses droits, qui est conscient de ses devoirs, mais qui veut absolument une reconnaissance de la société. Universitas libera Bruxellensis, ut laude, quae almae matris nostrae est maxima afficiatur, ille summus vir, atque uberrimus ac fecundissimus artifex, qui maxima cum sagacitate perspexit, quanto fragilio in dies condigio humillimorum fiat, rerum economicarum statum mutatum. Genedum Carolum Loach, qui homines ipsos, resque humanas ipsas, ut vere sunt effinxerit, sed semper cum animis tam humanis et benignis, ut spectatores, non solum delectati ac moti, sed etiam ad suam conditionem humanam cogitandam adductissint, quibus de causis, unus inter insignissimos kinematographos aetatis nostrae esse videatur, plurimis et clarissimis praemis merito ornatus, inter quae duae palmae aureae cinematographico festivoque spectaculo catuis acceptae, qui denique constantissime et impigerrime humanitatem et justitiam socialem vindicavit. Doctorem honoris causa totius universitatis creandum ac proclamandum censuit.
Christiane Taubira est née en Guyane et elle était une élève surdouée. Dès 6 ans, elle rêvait de sauver le monde. Alors, elle va partir à Paris, à la métropole, et là, elle va récolter plusieurs diplômes d'enseignement supérieur, mais surtout, elle y découvre les bibliothèques et l'infini du monde dans ces librairies et bibliothèques, comme elle le dira elle-même. Son parcours politique a débuté en Guyane, où elle a été tour à tour députée de Guyane et elle a combattu pour l'autonomie, et elle a également été députée européenne. Ensuite, au tournant du millénaire, elle va poursuivre sa carrière politique sur la gauche de l'échiquier en devenant, et ce sera l'apogée de sa carrière, garde des Sceaux sous la présidence de François Hollande. C'est particulièrement à propos que Christiane Taubira reçoive les insignes de docteur honoris causa de l'ULB cette année où l'ULB célèbre les diversités. Christiane Taubira est celle qui nous dit que le féminisme est un humanisme. C'est également celle qui nous invite à dépasser sans relâche les enfermements identitaires, les identités meurtrières, comme le dit également Amin Manouf. Alors Christiane Taubira incarne des valeurs qui sont importantes pour l'ULB, qui sont même centrales pour l'ULB, comme l'égalité, par ses combats en faveur de plus de justice sociale. Son combat pour le mariage pour toutes et tous reste dans toutes les mémoires, mais également son combat pour faire reconnaître l'esclavage et la traite des êtres humains comme crime contre l'humanité. Pour décrire Christiane Taubira en 2 mots, je dirais imagination et culture. J'utiliserai engagement et fou rire. Engagement, parce que comme le montre la manière dont elle a quitté l'Élysée en nous disant parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir pour rester fidèle à soi et à ses valeurs. Et fou rire, parce que c'est ce qui m'a vraiment marqué dans ses discours à l'Assemblée nationale, la manière dont elle avait cette joie de vivre communicative. ut dignissimis laudibus, quae abaide excellensi liberae cogitationis tribui possit, ornetur ac celebretur, illa mulier clarissima, non solum peritissima et generosissima, sed etiam eruditissima literis et artibus. Quae studio maximo justitiae pulsa, actuosissime contendit, ut homines, qualicumque condicione, quoquo sexu, quoquo cutis colore sint, ubique, iure alquato fui possent. Tantacum diligentia atque peritia, ut ad rei publicae Franco-Gallicae gradum amplissimum elata sit, cuius sigillorum custors, id est justitiae curatrix summa, apraeside Francisco Hollande facta sit. Interque leges, quas pertulit, duae memorabiles sunt, prima, suo nomine vocata, quae servitium, scelus in humanum genus ducentum esse constat. Altera, qua ambobus, vel ambabus, eiusdem sexus, in matrimonium, ire licet. Christiana Taubira, quae vehementissime, quam vis acerbis contumelis objecta, eis qui inter homines discrimina constituant adversata sit, quae opera tota nisa, ad varietates rerum corporumque defendendas, quas hoc ipso anno in alma matri nostra celebramus. Doctorem honoris causa,
totius universitatis creandam ac proclamandam censut. Monsieur le recteur Yvan Anglais, Monsieur le prorecteur, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame la doyenne, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités, il me revient le privilège de m'exprimer au nom des autres récipiendaires de cette prestigieuse distinction de Docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles. Au nom donc de M. Ziggy Hirsch, éducateur, thérapeute, qui a survécu au camp de concentration. Si vous m'y autorisez, je veux vous exprimer, M. Hirsch, mon respect, mon estime, et même si vous ne m'y autorisez pas, mon affection et ma tendresse. Et en dehors de tout protocole, je veux présenter mes hommages à votre épouse pour qui elle est. Je parle aussi au nom de M. Ahmed Insel, politologue, économiste, militant de la mémoire, de M. Ken Loach, cinéaste prodigue, engagé sur les causes de justice sociale et de solidarité. Ils ont consenti à ce que je prenne la parole et je les remercie pour leur confiance. Il me revient donc, c'est un signe honneur, de m'adresser à vous et d'abord de vous dire notre gratitude d'être ainsi accueillis dans votre communauté universitaire. Quelque part, au fond de toi, il y a cette personne libre dont je te parle. Trouve-la et laisse-la faire du bien dans le monde. C'est de Toni Morrison, prix Nobel de littérature dans son roman Home. Mesdames et messieurs, nous nous tenons ici en conscience aiguë du lieu et de ses symboles. D'éminentes personnalités nous ont précédés à cette place. Nous prenons donc toute la mesure du geste ainsi accompli. Lieu de circulation des connaissances, des savoirs, des expériences, des personnes. L'université est bien le creuset des apprentissages fondamentaux pour l'émancipation, l'autonomie de pensée, l'indépendance d'esprit. Elle est bien l'endroit où le message à vocation universaliste des Lumières doit consentir
à frotter le sujet abstrait de la Déclaration des droits de l'homme aux citoyens concrets qui aspirent à ses droits, à ses libertés et acceptent ses obligations. Ce n'est donc pas l'être sans être, la personne sans chair, sans histoire, sans mémoire, sans langue, sans rituel qui évolue ici. Ce sont bien des personnes de chair, d'opinion, d'avenir qui font ici communauté intellectuelle, communauté de savoir, communauté d'interrogation et de doute. Nous sommes donc tous les quatre particulièrement heureux de rejoindre cette cité où la disputatio permet de se soustraire à l'arbitraire des cadres de pensée figés, permet de dépasser le désordre des instincts, de surmonter l'étroitesse de l'intérêt particulier, d'échapper aux idées reçues. Lieu de transmission, l'université est aussi un lieu de renouvellement, d'invention, d'audace. C'est pourquoi il est bon et il est recommandé de laisser libre cours à sa curiositas, au sens humaniste du concept, afin de prendre et d'offrir aussi sa part dans le défrichement et l'établissement de connaissances, de compréhension. Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter très très rapidement, très sommairement, sur la création des universités. Les universités européennes ont été créées au Moyen-Âge, non sous l'empire de la raison, mais sous l'emprise de la religion. L'enseignement s'articulait autour de la théologie et du droit canon. Et puis, l'esprit d'examen et la raison critique ont peu à peu pénétré cet univers jusqu'aux 4 facultés du XVIIIe siècle. Les arts, la médecine, le droit, la théologie encore. Votre université, je crois, en a connu quelques soubresauts à la fin du XIXe siècle. Et les sciences aussi ont pénétré de plus en plus. Et elles se sont affirmées de telle façon que s'est imposée l'idée selon laquelle le progrès scientifique et le progrès moral cheminent de concert. Et l'université, qui est le biotope des courants de pensée, a vu éclore de véritables internationales intellectuelles, comme le positivisme d'Auguste Comte, dont la doctrine a aussi croisé l'histoire de votre université, une doctrine qui a inspiré des hommes d'État, notamment dans leur conception de l'instruction publique, tels que Jules Ferry en France, ou Émile Littré, qui, pour son fameux dictionnaire, s'en est également inspiré, en a subi l'influence. Et puis, ces professeurs politiques d'Allemagne, qui, pour soutenir leurs étudiants en révolte, ont conçu un vade-mecum de leur droit constitutionnel. On considère qu'ils ont réussi à jeter dans l'effervescence des débats publics les fondements de l'état de droit. Et au XXe siècle, une autre internationale intellectuelle, le structuralisme, a réussi à parvenir, par-delà les matières, par-delà les frontières, à parvenir à nourrir la réflexion commune. Mais les universités sont aussi des lieux de lutte, parce que cet éveil de l'esprit, évidemment, a des répercussions sur le rapport des universités, des étudiants, à l'ordre et au pouvoir. Et les campus ont été, sous toutes les latitudes, des lieux de contestation et de revendication des libertés, des droits civiques, de plus de justice. Ce fut le cas en Europe, ce fut aussi le cas hors d'Europe, par exemple aux États-Unis, notamment dans les États du Sud, dans la lutte contre la ségrégation. Ce fut aussi le cas au Mexique, on se souvient du massacre de Tlatelolco. Ce fut le cas en Afrique du Sud, où l'université du Cap a été si fortement impliquée dans la lutte anti-apartheid. Notre vigilance est appelée à ne pas s'assouplir, car nous savons que les sciences qui sont neutres dans leur rigueur peuvent néanmoins être enrôlées pour des intérêts égoïstes ou pour des projets dévastateurs.
de sorte que, par exemple, les pratiques nazies ont conduit le tribunal de Nuremberg à regrouper et à énoncer 10 principes fondamentaux d'éthique biomédicale. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les professeurs d'université, vous avez engagé en cette année académique un plan d'action autour des diversités. Et c'est cette année que vous avez choisi de nous faire l'honneur, de nous inviter à nous placer à vos côtés. Nous le recevons comme une admission dans la cité, votre cité. Cette cité qui se veut et qui se sait cité monde et qui pratique partout, dans les salles de cours, dans la cour, dans les laboratoires, en conscience ou par méthodologie, pratique de quotidiennes expériences d'altérité. Il n'y a ça rien de bien étonnant ici, dans cette ville monde, Bruxelles, ce qui ne signifie pas qu'on ait fait forcément table rase de tous les préjugés. Mais au-delà de ce que l'on entend habituellement par diversité, à savoir tout ce que peuvent contenir de différences, le genre, l'âge, l'apparence physique, le handicap, la conformation, la carnation, la situation économique, la condition sociale, les croyances, la non-croyance, l'appartenance ethnoculturelle, les affinités amoureuses, toutes ces différences qui, au fond, ne sont que la beauté, la mélodie d'un jardin. Par-delà ces différences, ce que proclame la diversité, c'est tout simplement l'état du monde, avec sa richesse, sa complexité, ses ambiguïtés aussi, ses opacités, ses impromptus. Or, nous constatons une perte progressive de la diversité des idées, des cultures, des modes de vie, et comme une complémentarité structurelle entre les politiques néolibérales et les pratiques ou les régimes autoritaires. Nous sommes responsables de ce monde-là. C'est une responsabilité ontologique. Nous en sommes responsables au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que nous en répondons. Et nous répondons y compris des actes que nous n'avons pas commis, dès lors que ces actes altèrent, nient, piétinent, détruisent notre commune humanité. En répondre, c'est aussi œuvrer et parler, de façon à ce que jamais, aucun argument ne puisse faire autorité, si cet argument viole la dignité inaliénable d'une personne humaine, de quelque personne humaine que ce soit, de toute personne humaine, telle que cette dignité est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans de nombreuses conventions internationales. Il n'existe pas de balance qui fasse équivalence entre les souffrances. Les tragédies en sont toutes. Elles sont toutes singulières. L'une n'efface pas l'autre. C'est la différence entre les vérités historiques et les analyses politiques. Nous répondons de ce monde, et la responsabilité de notre génération, c'est de préparer et d'instruire les générations suivantes. Leur faire savoir que les cultures, les langues, les coutumes, les mœurs, les croyances sont légitimes, tant qu'elles n'abaissent pas la personne humaine, tant qu'elles ne l'humilient pas, tant qu'elles ne mutilent pas cette personne humaine. Nous avons à les instruire de l'unité de l'espèce humaine. Nous avons aussi à les préparer à ces défis auxquels nous sommes confrontés, et notamment aux défis des réfugiés et des migrants. Car les femmes, les enfants, les hommes ne vont pas cesser de circuler. Et leur circulation met à l'épreuve nos principes, nos valeurs et nos discours. Nous devons donc accompagner et encadrer cette génération à laquelle nous léguons tant de drames et tant de tragédies. Ce mois d'avril est un mois anniversaire
de plusieurs sombres événements. Le génocide des Arméniens, déportation, massacre, famine, épuisement, dont le commencement est daté du 24 avril 1915. Le génocide des Tutsis au Rwanda, qui commence le 7 avril 1994. Et ce mois d'avril est aussi le mois anniversaire du décret du 27 avril 1848 qui abolissait pour la deuxième fois et enfin définitivement l'esclavage dans les colonies françaises. Nous sommes les gardiens et les héritiers de toutes ces histoires. Nous devons en tirer enseignement et, à partir de ces histoires, construire un nouvel humanisme, celui de nos modernités, ces modernités qui sont chargées du savoir que nous avons accumulé, autant sur les expériences humaines de dévastation que sur les expériences humaines de fraternité. Merci.
Thank you.